Pas besoin de regarder Fallout Connection pour comprendre que la saga est littéralement truffée de références culturelles populaires, puisant aussi bien dans les magazines pulp que dans les films de série B ou Z. Pour ce qui est de la littérature, de nombreux classiques de la science-fiction et du fantastique sont régulièrement cités dans les jeux, de Dune à 1984 en passant par Conan le Barbare ou le Magicien d'Oz. Ces références prennent la forme d'innombrables clins d'œil qui peuvent parfois passer inaperçus, mais dans Fallout 3 puis 4, Bethesda va bien plus loin que la simple citation, en rendant hommage à l'écrivain d'horreur le plus fascinant du XXe siècle. À Gurdershade, Ronald Leron prévient le vagabond solitaire. Il est imprudent de s'aventurer au sud où d'étranges événements se produisent autour d'un sinistre bâtiment abandonné. One thing I can tell you is stay the hell away from the Dunwich building to the south. That place is bad mojo. I don't know what that place is about, but I hear about weird shit going on. No one, even those who have the facts concerning the recent horror, can say just what is the matter with Dunwich, though old legends speak of unhallowed rites and conclaves of the Indians, amidst which they called forbidden shapes of shadow out of the great rounded hills and made wild orgiastic prayers that were answered by loud crackings and rumblings from the ground below. Poussé par la curiosité, le héros découvre Dunwich Building, sur un promontoire rocheux à l'extrême sud-ouest de la carte. Une atmosphère pesante règne à l'intérieur. Dans l'entrée se trouve une pile d'holodisques contenant le journal de bord d'un dénommé Jamie Dexter Palabras. Si ni ce nom ni celui du bâtiment ne vous ont mis la puce à l'oreille, c'est que vous n'êtes pas familier de l'œuvre de Howard Phillips Lovecraft, et de deux de ses nouvelles en particulier, l'affaire Charles Dexter Ward et l'abomination de Dunwich. Dans ce texte de 1928, le reclus de Providence raconte l'histoire de Wilbur Whately, enfant monstrueux du village de Dunwich, se livrant à d'étranges rituels dans la ferme parentale. Les premiers journaux de Jamie nous renseignent sur son arrivée sur place. C'est en suivant les traces de son père qu'il échoue à Dunwich Building. Il mentionne un livre étrange que son paternel transporte avec lui. Le bâtiment est infesté de ghouls sauvages. Parmi les terminaux piégés, un poste contient quelques documents archivés intéressants. Nous sommes donc dans les locaux de Dunwich Borers LLC, dont le nom joue sur les mots du titre original de la nouvelle de Lovecraft, de Dunwich Horror. Cette compagnie d'avant-guerre est spécialisée dans le forage de la roche. Après la chute des bombes, le site est pillé par des explorateurs imprudents qui, sans le savoir, frôlent un danger bien plus horrible que les radiations. Dans le même terminal, quelques retranscriptions se révèlent particulièrement inquiétantes. Un nom imprononçable en ressort, Ugqualtot, dont le retour est annoncé. La sonorité rappelle fortement Yog-Sothoth, maître de l'espace et du temps, une entité majeure du mythe de Cthulhu. C'est cette monstrueuse divinité que Wilbur Whately cherche à invoquer dans l'abomination de Dunwich et qui apparaît au sommet d'une colline dans une vision cauchemardesque à la fin de l'histoire. En entrant dans un open space, le vagabond solitaire est assailli par la vision fugace des bureaux avant la chute des bombes. Ce flashback est la preuve que des forces surnaturelles sont à l'œuvre en ces murs. Dans les dernières entrées de son journal, la santé mentale de Jamie semble d'ailleurs se dégrader. Devenu rauque, sa voix prophétise la venue d'un dénommé Abdul Alazred, personnage emblématique du mythe de Cthulhu. L'imprécation Guillette se rapproche quant à elle de R'lyeh, la cité engloutie où le grand ancien Cthulhu rêve et attend. En descendant dans les entrailles de l'édifice pour remonter à la source du mal dans une expédition typiquement Lovecraftienne, le vagabond solitaire revit à travers les holodisques la dégénérescence de Jamie. Il finit même par rencontrer le malheureux au sous-sol, là où se dresse l'obélisque luminescent, un antique monument à la gloire de Ugqualtot. Après avoir réglé son compte à Jamie, il est impossible de dialoguer avec lui, le héros s'approche du pylône. Radioactif, il est sans doute à l'origine de la contamination des ghouls et de Jamie. Des crânes y sont sculptés, ainsi qu'une silhouette féminine et ce qui ressemble à des tentacules. D'inquiétants murmures se font entendre à proximité, parmi lesquels on reconnaît un nom.
Pour le vagabond solitaire, l'exploration de Dunwich Building s'arrête là. Le père de Jamie, comme son mystérieux livre, reste introuvable. Pas de quête, pas de dialogue, aucune interaction possible avec le mystérieux hôtel. Cette séquence fait partie de ce que l'on peut appeler les quêtes libres, qui reviendront dans Fallout New Vegas. Elles sont courtes, ne rapportent pas d'expérience, mais d'une certaine manière renforcent l'implication du joueur. Bethesda va toutefois intégrer ces éléments dans une quête, mais pas dans cet épisode. Enfin, pas tout à fait. Pour en apprendre un peu plus sur Qvaltot, il faudra en effet se rendre au cœur de la sinistre zone marécageuse au sud de la capitale, Point Lookout, et donc se procurer le DLC du même nom, publié 8 mois après le jeu de base. Le vagabond solitaire rencontre Marcella dans un campement sur la plage. Cette missionnaire du Commonwealth est venue prêcher la bonne parole parmi les habitants des marais. En fouillant dans son journal de bord, on apprend que sa rencontre avec un dénommé Obadiah Blackhall l'a perturbée. Le vieil homme lui a demandé de récupérer pour lui un mystérieux livre sur lequel elle entreprend d'enquêter. Dans une note, elle ajoute qu'il existe un lien entre la famille Blackhall et les croyances locales. Constance Blackhall, ancêtre d'Obadiah, aurait fait l'acquisition d'un livre au contenu sordide, le Criff Bekni, que Marcella décide de détruire. Un peu plus au nord, dans un imposant manoir de style victorien, le héros rencontre Obadiah Blackhall. Comme à Marcella, le vieillard demande au vagabond solitaire de retrouver son héritage familial, sans prêter attention aux rumeurs de pouvoirs occultes du livre qui ne seraient que superstitions. C'est le début de la quête, le cœur noir de Blackhall. Détenu par une bande de dégénérés qui ont établi leur camp dans une ruine ancienne, le Criff Bekni fait évidemment référence au célèbre Necronomicon de Lovecraft. L'ouvrage maudit, écrit par le poète Abdul al-Azred, renferme de noirs secrets qui pourraient conduire à l'extinction pure et simple de la race humaine. C'est ce grimoire maléfique que cherche à se procurer Wilbur Whateley dans l'Abomination de Dunwich. Correspondence with the Widener Library at Harvard, the Bibliothèque Nationale in Paris, the British Museum, the University of Buenos Aires, and the Library of Miskatonic University at Arkham had failed to get him the loan of a book he desperately wanted. The hideous Necronomicon of the mad Arab Abdul al-Hazred in Olaus Wormius's Latin version, as printed in Spain in the 17th century. Le Criff Bekni est certainement le livre dont parlait Jamie dans un de ses journaux. Avant d'être volée par les habitants des marais, selon Obadiah, la relique était perdue. Elle aurait été à ce moment-là en possession du père de Jamie. Bien qu'il ne constitue pas une source très fiable, le guide officiel de Fallout 3 suggère que le livre provient en fait de Dunwich Building. Le père de Jamie l'y aurait emmené après avoir tenté de le vendre à la confrérie de l'acier. Mais dans quel but? C'est Marcella qui nous donnera la réponse, une réponse d'outre-tombe. En effet, si le vagabond solitaire choisit de lui remettre le livre maudit plutôt qu'à Obadiah, la mort s'abat sur elle avant qu'elle n'ait pu poser les mains dessus. Attaquée par des mercenaires, probablement engagés par Obadiah, elle trouve la force d'enregistrer un holodisque dans lequel elle conjure le héros d'emporter le Criff Bekni à Dunwich Building, où il peut être détruit au contact de l'obélisque. En accomplissant cette action, le joueur remporte un bonus de karma conséquent. L'hôtel et le livre sont donc liés, tout comme les noms de Dunwich et Blackhall. Il faut cependant exhumer des informations non canon pour le comprendre. Un dialogue supprimé du DLC Point Lookout nous apprend que la société Dunwich Borers est la propriété de Richard Dunwich, frère de Constance Blackhall, l'ancêtre d'Obadiah. Constance et Richard partageaient une même obsession pour l'occulte, ce qui sous-entend que la présence de l'obélisque au sous-sol de Dunwich Building n'est pas un hasard. Cette théorie est étoffée dans le second guide officiel de Fallout 3, Game of the Year Edition. C'est Constance qui, dans sa recherche d'artefacts ésotériques, se serait procuré le Criff Bekni, autour duquel elle aurait fondé une secte obscure dont elle serait devenue la grande prêtresse. Les pouvoirs du livre lui auraient alors permis de vivre une vie anormalement longue, jusqu'à ce qu'il lui soit dérobé, provoquant sa mort. Le culte disparaît presque avec elle et sa lignée, dont Obadiah est l'ultime représentant. Lorsqu'il apprend que le Criff Bekni est revenu à Point Lookout, aux mains d'autochtones vénérant Qvaltot, toujours selon le second guide officiel du jeu, il tente de le récupérer afin de s'approprier à son tour son pouvoir et restaurer la grandeur des Blackhall. Armitage, half ready to tell him he might make a copy of what parts he needed, thought suddenly of the possible consequences and checked himself. There was too much responsibility in giving such a being the key to such blasphemous outer spheres.
En rapportant le livre à Obadiah, le vagabond solitaire empoche une somme rondelette. S'il le suit au sous-sol du manoir, il assiste à un rituel macabre, tandis que le dernier des Black Halls se prosterne devant un cadavre mutilé, proclamant à son tour le retour de Ugg-Qualtoth. Nous n'en apprendrons pas plus, mais les paroles menaçantes d'Obadiah, dont la voix semble avoir légèrement changé, n'augurent rien de bon. We are nothing alike. More so than you could ever comprehend. Go now. Never return. Dix ans plus tard, au nord-est de Boston, non loin du musée de la sorcellerie, l'unique survivant de Fallout 4 découvre le nom de Dunwich, alors que ses pas le mènent devant une profonde carrière. Simplement nommé Dunwich Borers, ce lieu est exploité par la compagnie du même nom pour l'extraction de blocs de marbre. Il est aujourd'hui occupé par une bande de pillards. À proximité de la carrière, un abri de fortune dissimule un cadavre allongé sur un matelas. On peut entendre sur un holodisque les dernières paroles du mort, qui évoquent une entité mystérieuse qui aurait exigé quelque chose de lui. Reclus dans son taudis, devenu fou ou en tout cas sévèrement paranoïaque, à en croire les pièges éparpillés dans l'entrée, le pillard Hugo s'est visiblement suicidé sous l'influence d'une force maléfique qui se serait immiscée dans son esprit. L'unique survivant se ferait un chemin jusqu'au fond de la carrière, puis amorce sa descente dans la mine. L'ambiance devient rapidement pesante, des grondements menaçants se font entendre. Comme dans Dunwich Building, un premier flashback nous dévoile soudain une scène de travail d'avant-guerre. Dans son terminal, Bedlam, le chef des pillards, mentionne une terreur qui effraie ses acolytes et finit par l'affecter lui aussi. Le dernier niveau est tout comme Dunwich Building envahi par les ghouls sauvages. Plus loin, un second flashback offre une vision glaçante. Surplombant un groupe de civils agenouillés et les mains liées, un homme en noir manipule un poignard sur un autel sacrificiel. Au fond d'un dernier tunnel, l'unique survivant abat 4 ghouls uniques composant l'ancienne équipe de direction de la carrière. Comme avec l'hôtel luminescent, les radiations qui émanent du puits semblent avoir transformé les managers et les mineurs qui travaillaient à proximité. Sur le corps de Tim Schutz, responsable de la station numéro 4, un holodisque contient le message d'un supérieur qui le félicite d'avoir dissimulé les fouilles. Peut-être est-ce la voix d'un héritier des Dunwich, ou pire, celle de Richard Dunwich lui-même. Les fouilles en question ont mis au jour d'anciennes ruines englouties. Sur un autel entre deux mini-nuques se trouve la dague sacrificielle d'An de Kremv, qui a certainement servi pendant le rite de la dernière vision. Sur le sol au fond du puits irradié, un visage colossal apparaît, partiellement déterré. Si, comme nous le supposons, le Dunwich Building de Fallout 3 a été bâti intentionnellement à l'emplacement de l'hôtel de Ugg-Qualtoth par Richard Dunwich, la carrière a peut-être été excavée à cet endroit précis pour atteindre cette immense statue. Pour l'homme d'affaires passionné d'occultisme, cette entreprise de forage serait en fait la couverture idéale pour trouver et révéler des vestiges enfouis. Rien ne permet de dire qui ou ce que ces figures de pierre représentent, mais ce sont probablement des effigies de l'entité Ugg-Qualtoth. Le visage au fond du puits rappelle en tout cas la nouvelle de Lovecraft, La Maison Maudite, dans laquelle le narrateur découvre le corps d'une créature gigantesque ensevelie dans le sol d'une cave. The exposed area was huge and roughly cylindrical, like a mammoth soft blue-white stovepipe doubled in two. Its largest part some 2 feet in diameter. Still more I scraped, and then abruptly I leaped out of the hole and away from the filthy thing, frantically unstopping and tilting the heavy carboys and precipitating their corrosive contents one after another down that charnel gulf and upon the unthinkable abnormality whose titan elbow I had seen. Si Fallout 4 est bien plus avare en informations que son aîné, il propose des environnements plus détaillés visuellement, que l'on pourrait parfois croire tirés des écrits de Lovecraft. Il faut dire que le jeu se déroule dans les environs de Boston, en Nouvelle-Angleterre, autrement dit le pays de Lovecraft, dont les lieux réels ou imaginaires servent de cadre à la plupart de ses récits. Ainsi, le phare de Kingsport fait forcément référence à la ville fictionnelle de Kingsport dans l'état du Massachusetts. L'asile d'aliénés de Parsons rappelle le véritable hôpital psychiatrique de Danvers, mentionné par Lovecraft à plusieurs reprises, et qui lui servit probablement d'inspiration pour imaginer son asile d'Arkham.
La galerie de Pickman et sa quête associée Cadeau de Pickman renvoient quant à elle à la nouvelle Le Modèle de Pickman dont l'action se déroule à Boston. Cette façon de raconter des histoires avec peu de mots est représentative de la méthode Bethesda, qui préfère les quêtes courtes et isolées sans lien avec la quête principale, au scénario complexe aux multiples ramifications. Plus qu'aucun autre Fallout, le 4e dissémine ses historiettes comme des nouvelles tirées de Weird Tales que le joueur pourra choisir d'ignorer sans que cela n'ait aucune conséquence sur sa partie. Certaines sont anecdotiques, mais d'autres sont plus marquantes et provoquent par conséquent un sentiment de frustration. Dans le cas de Dunwich, comme en témoignent les nombreuses traces de contenu coupé, il semble évident que les développeurs auraient souhaité en dire un peu plus. À travers la société Dunwich Borers, par très petites touches, Bethesda esquisse le portrait de Richard Dunwich, dévoilant son inavouable penchant pour la magie noire et les sacrifices humains, qui lui permettraient de s'attirer les faveurs de divinités semblables aux grands anciens de Lovecraft. Si les étoiles s'alignent un jour, peut-être l'industriel dément apparaîtra-t-il dans une suite de Fallout, au même titre que les célèbres Robert House ou John Caleb Bradburton, l'inventeur du Nuka-Cola.